Seringues souillées retrouvées dans un parc. La sécurité des enfants d'un CPE à proximité mise en doute. On est plusieurs parents à trouver ça quand même assez dangereux, là. Le parc est mal balisé. Les installations sont un peu en décrépitude. Des personnes âgées volées en Montérégie. Une femme de ménage arrêtée. La police cherche d'autres victimes potentielles. Souvent, les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils sont gênés de cette fête à avoir. Donc, on veut que les gens dénoncent. Aussi, ce soir, le ministre Dominique Leblanc retourne à Washington pour négocier avant l'imposition de possibles nouveaux droits de douane américains. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée, tout le monde. Une mère de famille de Montréal dit l'avoir vraiment échappé belle. C'est que sa fillette a trouvé une seringue souillée lors d'une sortie avec son CPE au parc Hochelaga. L'incident s'est produit malgré des protocoles habituels qui obligent en fait les éducatrices à s'assurer que l'endroit est sécuritaire. Juliette Poirot nous explique. C'est un événement que je pense qu'aucun parent veut vivre, là, on l'a échappé belle. Sheila est la maman d'une petite fille qui a trouvé une seringue lors d'une sortie avec son CPE ici, au parc Hochelaga. Le CPE Casse-Noisette, situé sur la rue Darling, juste ici, tout près, n'a pas voulu faire d'entrevue avec moi, mais on m'a expliqué par téléphone ce qu'il s'est passé. En fait, il faut savoir que avant que les enfants soient autorisés à jouer dans le parc, les éducatrices suivent un protocole de sécurité pour s'assurer que rien de dangereux puisse être à la portée des enfants. Sauf que malgré le protocole appliqué, eh bien, cette petite fille est tombée sur une seringue. Elle l'a trouvée et elle l'a ramenée directement à son éducatrice. Ils ont redoublé de vigilance. Il y avait comme justement 2 CPE qui étaient là. Fait qu'ils ont pu jeter la seringue dans un contenant biorisque et tout ça. Fait que ça a été bien fait. Mais c'est la première fois que j'ai comme été un peu sous le choc du quartier. J'étais comme, OK, là, il y a des choses qui sont... C'est ça qui peut affecter comme ma fille. C'est à mon avis des cas isolés. Je suis pas plus inquiété qu'il faut. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention. Puis je pense que la garderie fait quand même un bon travail. Et dans ce genre de situation, l'organisme L'Anonyme nous rappelle les procédures à suivre et les bonnes pratiques à adopter en lien avec le matériel de consommation qui traîne. D'abord, un peu à la même manière que les éducatrices de CPE ont l'habitude de le faire en tant que parents aussi, là, de juste vérifier la sécurité des lieux de manière générale. Puis, aujourd'hui, on parle de seringues, mais bon, dans les parcs de Montréal, là, vitres brisées, caca de chat, etc. Donc, de vraiment vérifier l'état des lieux de manière générale. On peut en parler aussi à nos enfants. Hein. Les seringues, pour les tout-petits particulièrement, c'est un objet en plastique, c'est coloré, ça peut facilement avoir l'air d'un jouet. Donc, de vraiment sensibiliser les enfants au fait que les seringues dans l'espace public, c'est sale, il y a des microbes, on n'y touche pas. Que s'ils tombent sur une seringue dans l'espace public, de ne pas y toucher, de prévenir immédiatement un adulte. Si on la trouve, nous, en tant que parents, dans l'espace public, mais c'est de contacter là, le 311 qui pourront à ce moment-là le dépêcher des équipes pour venir la ramasser. L'année dernière, la direction du CPE Casse-Noisette a même lancé une pétition pour rénover le parc Hochelaga. Et depuis, toujours rien. Et cet incident ne vient pas aider la cause. Il y a même plusieurs familles qui pensent à déménager. Personnellement, on est plusieurs parents à trouver ça quand même assez dangereux, là. Le parc est mal balisé. Les installations sont un peu en décrépitude. On aimerait bien qu'il y ait de l'injection d'argent dans le parc. La mairie de l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve n'a pas voulu m'accorder d'entrevue, mais par courriel, on m'explique que l'arrondissement déploie de nombreux efforts pour assurer la sécurité et la propreté dans ses 77 parcs et espaces verts. La mairesse de l'arrondissement, Chantal Gagnon, mentionne que ce qui s'est produit au parc Hochelaga est inacceptable. Elle dit que de plus en plus de seringues sont trouvées dans les espaces publics, qu'il s'agit d'un phénomène préoccupant, d'un véritable fléau. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Une femme de ménage aurait volé des bijoux chez certains de ses clients âgés sur la rive-sud de Montréal. En un an, Mélanie Tanguy aurait dérobé pour près de 5 000 $. Et pour mettre la main au collet de la femme de 48 ans, eh bien, les policiers ont obtenu une aide particulière. Les détails avec Véronique Dubé. Sachez que les vols n'ont pas été faits d'un coup. C'est des bijoux, ça peut être très subtil, ça peut être une bague à la fois, ça peut être une chaîne à la fois. Donc, 6 plaignants se sont fait dérober des bijoux de valeur. Lors de son arrestation, les policiers ont retrouvé une importante quantité de bijoux et pensent qu'elle a pu faire d'autres victimes. Souvent, les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils sont gênés de cette fête à avoir. Donc, on veut que les gens dénoncent.
Les policiers de Longueuil ont pu retracer certains des bijoux volés grâce aux 7 brocanteurs de la ville de Longueuil, comme ici où Mélanie Tanguay a échangé à 7 reprises des bagues, des boucles d'oreilles pour un montant approximatif de 1 500 $. On prend juste un exemple ici, il était venu à un moment donné avec un bracelet. Fait que là, on lui a donné un montant X. Elle est revenue après ça, bague, boucle d'oreille. C'est dur pour nous de juger, puis on est qui. T'sais, si la madame ou le monsieur a eu un hériteur ou il y a eu quelque chose. Ça fonctionne comment? T'sais, moi, j'arrive, par exemple, avec une bague en diamant. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, en fond, après l'avoir testé, évalué et tout, on va te demander des pièces d'identité pour créer ton dossier. On va remplir un genre de fiche, mettons, pour l'achat de la bague. Et à chaque fin de journée, la liste au complet des achats de la journée est envoyée à la police. Fait que c'est assez rapide, généralement, quand il y a un problème de ce genre-là. Ouais. Ça arrive souvent même que tu dénonces aux policiers? Bien, ça nous arrive à l'occasion quand on a un doute. C'est un client ou une cliente nous emmène plusieurs fois le même morceau. Bien, vu qu'en travaillant beaucoup en collaboration avec le ou la policière, bien, ça peut arriver qu'on appelle pour dire, écoutez, on a un petit doute sur monsieur ou madame, puis à partir de ce moment-là, eux font l'enquête. Puis si on peut sauver du monde ou on sauve des trafiquants, bien tant mieux. Puis vous avertissez aussi parfois certaines personnes qui viennent échanger leurs produits que vous collaborez avec la police? Fait que s'ils viennent aujourd'hui puis on a un doute, bien, on mentionne au client ou la cliente de dire, écoute, tu sais que ce soir, tout ce que j'achète, ça en va au rapport de police. Puis fait que les clients, des fois, il y en a qui back-off, qui vont être plus peureux. Il y en a d'autres qui disent, bien, OK, il n'y a pas de problème. Mélanie Tanguay a été remise en liberté sous certaines conditions, entre autres de ne pas être en contact avec des personnes aînées vulnérables. Elle doit aussi être seulement à son propre domicile jusqu'à son retour en cours le 28 août prochain. À Longueuil, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Le ministre Dominique Leblanc est de retour à Washington. C'est une deuxième visite en autant de semaines pour le responsable du commerce Canada-États-Unis. Un signe qu'Ottawa intensifie les pourparlers pour arriver à une entente concernant les tarifs américains. Bon, il faut dire que le président Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane de 50 % sur quelques 28 milliards d'exportations canadiennes le 19 août, notamment sur le vin, les bâtons de hockey et le ciment. Un homme originaire du Salvador, âgé de 41 ans, est décédé dans un centre de détention de l'Est au New Jersey. Et depuis le début du deuxième mandat du président américain Donald Trump, au moins 56 personnes sont mortes en détention de la police de l'immigration. Lila Mouche. C'est un nouveau décès sous la responsabilité de l'ICE, la police américaine de l'immigration, qui porte le nombre total de morts en détention à 23 depuis le début de l'année 2026. D'ailleurs, aujourd'hui, le média américain ABC News a dévoilé que la police de l'ICE a arrêté pas moins de 51 000 personnes pour le seul mois de juillet. Bien entendu, c'est un chiffre record. Et parmi eux, nombreux sont ceux qui ont un permis de travail valide et n'ont pas de casier judiciaire. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a d'ailleurs déporté pas loin de 400 000 personnes en un an. Et cela pourrait s'aggraver puisque des milliers d'Haïtiens sont actuellement déportés hors des États-Unis. En Europe maintenant, retour sur cette crise migratoire à Ceuta, l'enclave espagnole qui se trouve collée au Maroc. Les autorités espagnoles ont aujourd'hui donné un chiffre final. Ce sont 72 000 migrants qui ont traversé illégalement la frontière. Aujourd'hui, une rencontre d'urgence des ministres de l'Intérieur des 27 pays de l'Union européenne a eu lieu et avait pour but de calmer les esprits après que des tensions entre les pays se soient fait sentir. Finalement, une Europe qui s'entend. Le ministre de l'Intérieur français a soulevé que l'espace Schengen, la libre circulation au sein de l'Europe, était la réponse aux crises migratoires. La question de l'espace Schengen n'était pas vraiment le problème, mais plutôt la solution d'une manière générale. Les États membres, tous sans aucune exception, ont marqué leur solidarité avec l'Espagne. Et ils ont salué la gestion qui avait été celle du gouvernement espagnol et la coopération remarquable avec le Maroc. Ce qui est ressorti, c'est que l'Europe a réussi le test. Personne n'est arrivé sur le territoire européen et l'Espagne aurait bien réussi à refouler les migrants. Puisque Ceuta est en Afrique, il y a quand même des contrôles et il est physiquement impossible de se déplacer de l'île vers le continent européen. Donc, ça n'a jamais mis en danger l'espace Schengen. Il y a eu de la division entre les gouvernements européens. Pourquoi? Parce que la plupart des gouvernements européens aujourd'hui sont sur une ligne plutôt hostile à l'immigration. Tout le monde s'est un peu réconcilié autour de l'idée que les Européens doivent coopérer, mais coopérer dans une logique qui est une logique de fermeture des frontières, qui est une logique de contrôle
des frontières. Il faudra garder en tête que la question migratoire est importante en Europe, mais aussi tourner ses yeux vers le Maroc, puisqu'une grande partie de ces jeunes migrants fuyaient un chômage de près de 40% dans le pays. Les drones sont de plus en plus présents. On les retrouve même dans nos champs. Les producteurs agricoles peuvent, entre autres, inspecter certaines parcelles de terre difficiles d'accès sans abîmer les cultures ni leur portefeuille. Marc-Antoine Mailloux. C'est pas tous les producteurs qui connaissent cet outil-là et c'est vraiment de le faire connaître pour que justement les producteurs pensent de l'utiliser. Puis souvent, comme producteur, on manque souvent de temps. Le temps, c'est de l'argent, fait que c'est efficace. Pour nous, le drone, c'est vraiment un outil de plus dans notre coffre à outils. Ça permet de faire des interventions au champ à des moments où on ne peut pas intervenir nécessairement au tracteur ou avec un moindre impact. Par exemple, aujourd'hui, on met un biostimulant foliaire dans le maïs qu'on voulait cibler la période de pollinisation, donc la sortie des croix. C'est impossible pour moi d'y aller en tracteur aujourd'hui. Tous les machines sont rendues extrêmement chères. Fait que le drone est quand même accessible. Puis là, on est chanceux, on a la possibilité d'avoir du forfait. Fait que, à l'engager à forfait, comme on fait aujourd'hui, ça revient vraiment pas cher. Là, le drone est partagé entre plusieurs agriculteurs. On peut semer n'importe quelle semence qui est à voler. Ce qui veut dire que la semence va tomber au sol, puis elle n'a pas besoin d'être couverte. La terre n'a pas besoin d'être remise par-dessus, puis ça va pogner. Comme on fait gros du régras qui appelle, c'est comme de la pelouse, si tu veux, qui est annuelle, qui va mourir, puis ça va garder les minéraux dans le sol, là, puis tout ça. Mitch Jean observe une augmentation de sa clientèle depuis la dernière année. J'ai reçu le drone là, comme un mois ou deux. Okay. Fait que là, j'ai eu une cinquantaine, mettons. Je pourrais booker toute la semaine, moi, puis... Mais c'est juste que faut que ça se fasse connaître. Il est de plus en plus utilisé. Par exemple, il y a plusieurs producteurs qui vont s'en servir pour aller implanter une culture de couverture dans le soya, à peu près les mêmes périodes, fin juillet, début août. C'est un outil qui est à la fois économique, écologique, qui nous permet de faire des travaux, des fois quand les conditions de sol ne le permettent pas. Il a tombé beaucoup de pluie, puis là, on voudrait faire un semis d'intercalaire, quoi que ce soit. Bien là, on peut pas y aller parce que les champs sont trop trempes, mais en réalité, c'est des conditions idéales pour faire un semis parce que le sol est humide. Fait que je crois que c'est un outil dans le futur qui va être apprécié des producteurs. J'ai fait mon premier tour de champ, puis après ça, lui, il va par le GPS, il fait ses lignes. Ça, c'est l'exemple qu'on fait aujourd'hui. J'étais juste autorisé avant de faire tout ce qui est engrais, couverture de sol, puis la semence à voler. Mais cette année, on a pu débloquer les pesticides un peu. Fait que dans le fond, tout ce qui est fongicide, cette année, ça a été autorisé. On débloque un nouveau secteur là, avec les fongicides puis les pesticides. À Compton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Les nouveaux belugas de Maryland font un transfert vers un aquarium américain. Je t'explique toute la saga entourant cet endroit assez controversé. Tu as sûrement vu des vidéos un peu surréalistes de belugas et de dauphins qui se font transporter dans les airs. Ça, c'est parce que Maryland, en Ontario, a fermé en 2024 et doit transférer ses baleines. OK, petit contexte historique. Le parc situé à Niagara Falls ouvre dans les années 60. Au fil du temps, on y trouve plusieurs attractions et des animaux aquatiques et le plus grand nombre de belugas en captivité au monde. Sauf qu'en 2012, une enquête du Toronto Star révèle beaucoup de problèmes dans le parc. D'anciens employés se confient et dénoncent la maltraitance des animaux. À partir de là, la pression citoyenne va monter et en 2019, une loi fédérale entre en vigueur et interdit la captivité des baleines et des dauphins. Ça va être le début de la fin pour Maryland et le parc ferme ses portes en 2024. Sauf que l'histoire est loin d'être finie. Le parc va tenter d'envoyer ses cétacés en Chine, sauf que ça va être bloqué par le gouvernement de peur que les animaux soient maltraités. En réaction, Maryland va menacer d'euthanasier toutes ces baleines en disant qu'ils n'ont plus d'argent. Ça va précipiter les choses et finalement une entente est conclue avec des aquariums espagnols et américains. Tout ça, ça nous amène à aujourd'hui avec ces vidéos. 6 belugas ont déjà fait le voyage vers les États-Unis et le 7 autres se dirigent vers SeaWorld à San Antonio. Et évidemment, ça fait réagir, surtout que depuis 2019, un orque et 19 belugas ont perdu la vie à Maryland. Mais toi, t'en penses quoi de ce transfert de baleines?
Ça peut être stressant de se présenter devant un juge. C'est la raison pour laquelle il y a des animaux d'assistance qui sont permis, mais à de très, très rares occasions. Et dans un article publié dans la presse aujourd'hui, on apprend qu'un accusé s'est présenté avec un poney d'assistance qui avait quand même été accrédité au préalable, mais le juge a refusé que l'animal entre en salle d'audience et a reporté le prononcé de la sentence de l'homme de 43 ans qui avait plaidé coupable à des accusations d'introduction par effraction. Mais bien sûr, cette affaire, ça ouvre le débat sur la présence des animaux d'assistance dans un palais de justice. Et on en discute avec le criminaliste Walid Hijazi. Bonsoir, Walid. Bonsoir. Donc d'abord, ça demeure quand même un cas quand même isolé, mais dis-moi, c'est dans quelles circonstances qu'un animal d'assistance est permis dans une salle de cour? C'est extrêmement rare. En 22 ans de pratique, essentiellement au Palais de justice de Montréal, mais dans plusieurs palais au Québec, je n'ai pas vu d'animaux. Les animaux, en principe, sont interdits au palais de justice. Les quelques fois où c'est exceptionnellement permis, il faut une autorisation d'un juge. Alors, on ne peut pas d'emblée présumer qu'on peut arriver au palais de justice avec son propre animal, son propre chien, aussi petit et doux soit-il. Oui. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un juge pourrait l'accorder pour quelqu'un qui en a besoin pour témoigner. Alors, quelqu'un il faut le démontrer, là, de l'anxiété, de la difficulté à témoigner, la présence d'un chien pourrait être rassurant, mais c'est pas son propre animal de compagnie domestique non plus, là. C'est pas à faire dans tous les palais de justice, mais il serait possible d'avoir un chien de soutien, mais à faire un accompagnement par le système. Mais je me répète, ça doit être autorisé par un juge au départ. Ouais. Et là, tu parlais notamment d'un chien, mais est-ce qu'il y a d'autres sortes d'animaux qui pourraient être admis, par exemple, dans une salle de cour? J'en imagine mal. Alors, des chiens de soutien, je sais que ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est offert par le système et il faut demander l'autorisation d'un juge. Le cas d'aujourd'hui, ou le cas médiatisé d'un poney est quand même très exceptionnel, pour ne pas dire inusité. Je comprends que monsieur, dans sa vie à lui, ce poney lui est très utile, mais pour des raisons de sécurité et de décorum, évidemment, le juge allait refuser qu'il puisse entrer dans la salle de cour avec son animal, avec son poney, raison pour laquelle il a dû quitter le palais de justice et son audience a été reportée. Je me répète, c'est quand même assez exceptionnel. J'ai pas entendu d'histoire pareille ici ou ailleurs où on essaie de rentrer avec son propre poney quand même. Oui, c'est quand même assez audacieux, mais j'imagine aussi que c'est pour éviter les dérapages, là, que les animaux ne sont pas acceptés là, comme ça pour aller en salle de cour, là. Oui, alors comme j'ai dit, au palais de justice, il y a des contraintes de sécurité. L'animal aurait dû être bloqué à l'entrée par les gardiens de sécurité. Mais au palais de justice, c'est un endroit extrêmement sérieux où il y a des enjeux de sécurité très importants et un décorum aussi. Il faut respecter le décorum, respecter les autres, respecter le sérieux, la sérénité de l'enceinte d'un tribunal. Alors, c'est pas pour faire gros, mais c'est des règles de pratique de base et ça veut dire, règle générale, il n'y a pas d'animaux au palais de justice. Tout à fait. Donc, ça aurait été une histoire anecdotique, celle du poney. Maître Hijazi, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. On en parle depuis déjà plusieurs années. Le quartier chinois de Montréal est aux prises avec des problèmes de propreté qui préoccupent les résidents, mais aussi les commerçants. Et pour faire un pas dans la bonne direction, la Ville va revitaliser le secteur. Il y a même une brigade propreté qui sera ajoutée. Un reportage de Marie Cassimard. Également, au niveau de l'arrondissement, nous, on va regarder ce qu'on peut faire par rapport à l'éclairage public, par rapport à l'aménagement des endroits, dans le but que les gens se sentent plus sécuritaires. Vous savez, c'est démontré, là, c'est démontré que plus on occupe l'espace public, plus on a on suscite d'avoir les comportements qu'on veut chez l'ensemble des citoyens, puis qu'on peut avoir moins de problématiques dans l'espace public. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis, mais on commence là en donnant la parole aux citoyens de pouvoir atteindre la police et également l'arrondissement, la ville également. Et c'est ce qu'on va faire à partir de vendredi. On commence ce vendredi. Une des priorités, forcément, c'est de la qualité de vie, les problèmes de criminalité, la sécurité. Pour nous, les résidents, c'est un peu ça là, qui préoccupe les gens qui vivent ici, avec des familles qui vivent ici, des personnes âgées qui vivent ici. La population du quartier, selon les dernières statistiques de la Ville de Montréal, en 2021, il y avait presque 2500 personnes qui vivaient dans le quartier. Vous avez le territoire ici entre la rue Sainte-Élisabeth et la rue de Bleury, entre René-Lévesque et la rue Vigée. Dans cette population-là, c'est sûr, à peu près la moitié est toujours d'origine chinoise.
Mais grosso modo, la population est beaucoup plus âgée que la moyenne montréalaise. Tous les problèmes liés à l'itinérance, ça constitue une des grandes préoccupations des gens qui vivent ici. Les gens dans la rue, là, ils viennent souvent faire le problème. Ça dérange votre commerce parfois? Ben oui. Ils viennent, puis ils demandent de l'argent partout, puis ils ne veulent pas sortir. Comme vous avez pu le voir dans la décennie qui vient de passer, il y a eu beaucoup de nuisances dans la qualité de vie dans le quartier. C'est pas qu'on est contre ou pour l'itinérance, on est vraiment plus dans l'aspect qu'on veut meilleure qualité de vie pour tout le monde. Il faut dire que cette annonce survient à un moment crucial parce que le précédent plan, déployé sur 5 ans et doté d'une enveloppe de 2 millions de dollars, arrive à échéance. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. Une trentaine de fromages de la laiterie Quaticook font l'objet d'un rappel en raison d'un risque de contamination à la bactérie Listeria. Il ne faudrait toutefois pas s'inquiéter, selon l'entreprise. Fanny Lachance-Paquette. C'est un rappel volontaire qu'on a lancé hier suite à des analyses qu'on a reçues de l'externe hier matin. Alors, on a contacté l'agence par rapport à le risque potentiel de Listeria dans un de nos produits de fromage, étant donné qu'on ne peut pas localiser quel bassin qui était contaminé ou s'il y avait contamination, parce qu'on n'a pas pu refaire d'échantillons à cause des dates qui étaient déjà tout vendues et probablement consommées. On a décidé de rappeler l'ensemble des produits de cette journée-là. Alors, le rappel touche seulement les fromages qui sont à réfrigérer après le 24 juillet. Pour le grain et le bloc. Il y a beaucoup de fromages dans la liste de rappel. Par contre, il y a plusieurs variétés qu'on fait en petite quantité. C'est juste qu'on a mis l'ensemble des productions de cette journée-là. À l'heure actuelle, la plupart des fromages ont déjà été consommés. On n'a eu aucun cas de la part des consommateurs qui avaient eu un malaise, quoi que ce soit, en mangeant nos produits. Les artificiers de l'armée ont débarqué dans un camping de Saint-Bernard-de-la-Colle en Montérégie aujourd'hui. C'est qu'il y a une grenade qui a été découverte près du lac Cristal. On ignore si l'engin, qui semblait dater de plusieurs années, est encore actif. La Sûreté du Québec a fait appel à une équipe spécialisée de la base de Valcartier pour neutraliser le possible explosif. L'avenir de Sanair est incertain. Fondée il y a près de 60 ans, c'est l'une des dernières pistes de course automobile de la province. Devant une salle comble d'opposants, le conseil municipal de Saint-Pie en Montérégie a entériné ce soir le règlement qui impose une réserve de plusieurs terrains, dont celui sur lequel est la piste de course Sanair. C'est que les élus souhaitent évaluer plusieurs options pour l'avenir de ces terrains, dont peut-être la construction d'une école secondaire. Au tennis maintenant, un petit mot pour vous dire que Gabriel Diallo a débuté dans les dernières minutes son match de deuxième tour à l'Omnium Banque Nationale. Le Montréalais tire de l'arrière face à l'Italien Luciano Darderi qui vient de remporter le premier set 6-4. Et d'ailleurs, parlant de tennis, c'est demain que va entrer en scène Félix Auger-Aliassime, la deuxième tête de série de l'Omnium Banque Nationale. Alors voilà, là-dessus, passez une agréable soirée. On se retrouve demain dès 17h.